Je suis Émilie Kovacs, la rédactrice en chef du média The Good, média expert en transition écologique des entreprises et des territoires. Je suis ravie d'animer cette dernière table ronde qui porte sur l'innovation sociale au service de l'intérêt général. Et pour parler de cette thématique passionnante, aussi passionnante qu'importante, j'appelle sur scène Yasmine Amraoui, Delphine Pagès-Elraoui, Damien Baldin et Antoine Cyr. On peut les applaudir. On commence avec vous, Yasmine. Ce matin, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a lancé officiellement le programme baptisé La Fonction publique s'engage, porté par Impact Tank, que vous représentez. La France s'engage et le ministère de la Fonction et de la Transformation publique. Pouvez-vous nous en dire plus, tout d'abord, sur ce programme et peut-être nous expliquer ensuite ses objectifs dans les mois et les années à venir? Alors, on est très heureux que le ministre ait annoncé ça ce matin. C'est le fruit d'un très long travail et je tiens à remercier ici évidemment Tony pour la détermination dans la manière dont il a porté ce projet. Tony Bernard qui dirige Impact Tank. Exactement, pardon. En fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à se dire qu'on rencontre beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises sociales très innovantes sur le terrain, partout en France, qu'on référence notamment par les différents groupes de travail organisés par l'Impact Tank, et qu'à travers ces groupes de travail, donc on recense toutes ces initiatives qui parfois ont du mal à changer d'échelle parce qu'elles sont confrontées à des barrières réglementaires, à des leviers administratifs qu'ils n'arrivent pas à lever. Et donc on est convaincu que le changement d'échelle d'un certain nombre de ces innovations sociales qui sont portées localement ne change pas d'échelle en partie parce qu'elles sont confrontées à ces barrières-là. Donc l'idée, c'est de rapprocher l'univers de la fonction publique avec l'univers de l'innovation sociale sur le terrain pour permettre à ces innovateurs-là de trouver les relais au sein de l'administration publique qui va leur permettre de lever ces barrières-là. Et on a commencé l'expérimentation avec une vingtaine de fonctionnaires qui aujourd'hui se sont engagés à accompagner une vingtaine de projets donc, qu'on a identifiés comme faisant face à ces barrières-là. Et donc, c'est une expérimentation de petite taille, mais qu'on a vocation à scaler, elle aussi. Donc, très heureuse que le ministre, ce matin, a annoncé ce programme. C'est formidable. Ça fait partie de ce qu'on souhaite de la transformation publique, c'est-à-dire un monde public qui parle qui dialogue et qui soit en contact avec les innovations de terrain et qui s'en inspire aussi. Et j'ai un exemple qui me vient en tête pour incarner, si vous voulez, le rêve qu'on a, qui est celui de passer de l'innovation publique, qui est celui d'Unicité, qui était une association qui aidait des jeunes à remplir des missions de civiques, disons, et qui est devenu aujourd'hui le service civique en France. Donc c'est la preuve que quand l'État s'empare d'un certain nombre d'innovations sociales de terrain, elles peuvent prendre toute une autre ampleur. Voilà. Merci Yasmine. Damien, vous pilotez La France s'engage, qui, je le disais, est également partenaire. Je rappelle que La France s'engage, c'est un programme de soutien à l'innovation sociale initié par l'État en 2014, donc qui est partenaire de ce nouveau programme La Fonction publique s'engage. Alors, expliquez-nous comment se concrétise ce partenariat. Merci d'abord pour l'invitation et bonsoir à toutes et tous et merci d'être restés si tard dans l'hémicycle du CESE. Très concrètement, nous avons constitué des duos de hauts fonctionnaires, comme Delphine, qui pourra en parler, avec des lauréats de La France Engage et d'Impact Tank. Et à charge à ces nouveaux duos, d'abord de se parler et d'établir un premier diagnostic, qu'on appelle diagnostic fonction publique. Vous savez, à La France Engage, nous, lorsqu'un projet devient lauréat, il y a un diagnostic stratégique, il y a un diagnostic juridique, il y a un diagnostic de mesure d'impact. Et là, nous allons expérimenter le diagnostic fonction publique. C'est-à-dire que tu vas expliquer à ce haut fonctionnaire ton projet et à charge aux fonctionnaires d'identifier ce qui, au sein de la fonction publique, pourrait à la fois favoriser plus encore le changement d'échelle du projet ou, au contraire, le freiner. Et donc, l'orienter à travers un compagnonnage, parce que je crois que l'objectif, et tu l'as dit, c'est que autant que le dirigeant associatif apprenne
du savoir-faire et du savoir du haut fonctionnaire, et que le fonctionnaire lui-même apprenne du savoir-faire et des savoirs du lauréat, eh bien qu'ils cheminent ensemble de manière très libre pendant plusieurs mois pour pouvoir justement accompagner le développement du projet. Oui, parce que Damien, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit, effectivement, ce n'est pas descendant, c'est vraiment une acculturation des deux côtés, à la fois des hauts fonctionnaires, mais également des porteurs de projets. Il faut vraiment que les deux se mêlent à leurs univers respectifs, c'est ça ? Oui, alors, vous savez, c'est aussi peut-être que je règle ma propre schizophrénie. Je suis aussi un fonctionnaire et j'ai été un dirigeant associatif et je dirige une fondation d'intérêt général. Et j'ai toujours eu l'impression, malgré le statut, de servir la même cause, de servir l'intérêt général. Et c'est vrai que souvent, je trouve que ce sont tous des alliés sans trop se connaître de l'intérêt général. Les fonctionnaires servent l'intérêt général à travers leur mission de service public, collectivités territoriales et État, et les dirigeants associatifs de fondations ou d'entreprises de l'ESS servent aussi à leur manière, avec d'autres véhicules, l'intérêt général. Et ils ont tous un savoir-faire, un savoir, les premiers, du service public, de la réglementation, de la législation, de ce qui fait aujourd'hui l'état de droit. Les autres ont un savoir de terrain local qui a aussi toute sa valeur. Et pour moi, il y a un échange de valeurs qui est extrêmement important aussi pour la cohésion démocratique du pays. Ce programme-là, il a aussi une profondeur politique. C'est la confiance que nous devons avoir et que nous avons, mais que nous devons accentuer pour la fonction publique, parce que c'est un ferment essentiel de la démocratie. Merci Damien. Alors Delphine, vous incarnez les hauts fonctionnaires aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez été intégrée dans ce projet finalement ? Oui, alors merci beaucoup. Donc, comment est-ce que je me suis retrouvée embarquée dans ce beau programme ? En fait, c'est la suite et la succession d'un autre très beau programme qui s'appelle le CHESP, le cycle de hautes études de service public, auquel j'ai été associée pendant une année. Alors, c'est un programme qui est assez exigeant puisqu'il dure pendant une année et c'est 2 jours par mois. Et l'extraordinaire idée de ce programme, c'est de réunir en fait à la fois les 3 fonctions public, donc État, territorial et puis hospitalière, mais aussi justement et rajouter aussi des magistrats, des dirigeants d'économie sociale solidaire et des enseignants-chercheurs dont je fais partie, et c'est à ce titre que j'ai été embarquée dans l'aventure. Et à la fin de ce très beau programme, on m'a proposé en tant qu'alumni du CHESP de participer à la fonction publique s'engage, et donc j'ai immédiatement accepté. Alors pourquoi accepter ? D'abord, tout simplement par volonté et souci d'être utile. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a souvent en commun. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai tellement appris du CHESP, j'ai tellement appris aussi de cette diversité des publics que j'ai vraiment voulu m'engager auprès de ce programme. Et enfin, 3e élément, mais ça, je m'en suis aperçue a posteriori, parce que quand j'ai su avec quelle association j'étais appariée, qui est Nightline, qui est une association, en fait, qui s'occupe de la santé mentale des étudiants, et notamment qui a plusieurs missions, mais la mission principale, en fait, c'est d'opérer une ligne d'écoute opérée par des étudiants bénévoles, donc c'est de pair à pair. Évidemment, ça ne remplace pas, mais c'est complémentaire avec des consultations par des psychologues, etc. Mais donc, c'est une très belle association. Et ma mission, c'est d'aider justement à la fois à se développer, parce que pour l'instant, elle repose sur 8 antennes locales. Et son projet, son souhait, ça serait de pouvoir accueillir l'ensemble des étudiants sur tout le territoire national. Donc il y a à la fois une question de passage à l'échelle, et puis il y a aussi une question d'articulation avec les acteurs. Elle est déjà financée par le ministère, mais il y a une question de positionnement. Comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à une autre plateforme d'écoute complémentaire du ministère qui existe ? Donc c'est sur ces 2 volets qu'on doit cheminer ensemble. Et donc, le programme a été lancé ce matin officiellement. En réalité, vous l'avez déjà un petit peu commencé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être les premiers travaux que vous avez faits avec ces premiers porteurs de projets ? Alors, les premiers travaux, ça serait peut-être un grand mot, mais en tout cas, la première rencontre, parce qu'il n'y a eu qu'une rencontre il y a une dizaine de jours. Donc, on est vraiment au tout début. Et donc, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est le début du diagnostic, juste déjà se rencontrer, se comprendre les enjeux. Et en même temps, là, très prochainement, on va se voir, puisqu'on a quand même des deadlines. On est aussi encadré avec une méthode. Et alors, si on parle tout de suite
peut-être pas d'opérationnel, mais en tout cas, moi, des boussoles que je me suis fixées. Il y a à la fois la question de prendre le temps de poser ce diagnostic. Et là, moi, je suis très inspirée par des paroles de sociologues comme Michel Crozier, pour qui le problème, c'est le problème, ou de philosophes comme Gaston Bachelard qui dit les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. Donc il y a vraiment un temps, prendre le temps de poser véritablement le problème. Et c'est de là que pourront découler, à mon avis, les meilleures solutions et qui doivent évidemment être co-construites. Et enfin, je dirais le troisième temps, puisque c'est une expérimentation, c'est profiter pleinement de ce temps d'expérimentation avec une démarche un petit peu réflexive, ne pas hésiter à avoir le droit à l'erreur, peut-être se tromper, mais réfléchir à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir continuer et avancer dans ce sens-là. D'accord, merci pour ce témoignage. Antoine, vous incarnez le secteur privé puisque vous vous occupez de l'engagement chez BNP Paribas. Alors déjà peut-être une petite réaction sur ce programme, la fonction publique s'engage. Alors effectivement, moi j'ai jamais été fonctionnaire, donc j'ai pas forcément un avis super autorisé, mais dans ce que vient de dire Delphine, je reconnais quand même beaucoup de choses qui sont très prometteuses, hein, et notamment sur la dimension de l'échange. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui permet à des univers différents de se rencontrer, et non pas de se rencontrer par le haut avec des grandes déclarations, mais par des personnes qui vivent cet univers différent, de se rencontrer et de co-construire. Ensuite, dans ce type d'action, généralement, des gens qui peuvent être parfois un peu inquiets sur le fait de savoir si leur action est réellement efficace, si réellement leur job sert à quelque chose. Ça existe dans le secteur public, mais je vous rassure, ça existe aussi dans le secteur privé, trouvent énormément de conviction et de réassurance dans ce type de programme. Donc je trouve ça très, très encourageant. Alors, vous pouvez témoigner, Antoine, parce que vous, chez BNP Paribas, vous pouvez expliquer les nombreux projets que vous avez comme ça accompagnés pour qu'ils puissent être dupliqués. Donc, expliquez-nous, peut-être donnez-nous quelques exemples que BNP Paribas a fait, a encouragé, à accompagner. Alors, en fait, on a toujours fait beaucoup de choses qui partaient de là où étaient nos collaborateurs et de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils pouvaient faire de plus pour le monde qui les entoure, sachant que le monde qui les entoure, c'est à la fois leurs clients et puis finalement l'écosystème dans lequel sont leurs clients. Par exemple, en 2005, on s'est aperçu qu'on était en train de devenir le premier employeur privé du département de Seine-Saint-Denis au moment où ce département connaissait des difficultés importantes. Et on s'est dit que s'il y avait une entreprise qui pouvait surtout pas être une espèce de bunker où il y avait des gens qui vivaient une certaine vie pendant que les gens du territoire dans lequel ils étaient implantés en vivaient une autre, c'était BNP Paribas, puisqu'on a des agences, puisqu'on est au contraire en fait une entreprise qui est par construction très ouverte sur le monde et je dirais sur la rue. Donc on a créé un projet banlieue qui est notamment un projet dans lequel on a donné la possibilité à nos directeurs d'agence de choisir des partenaires associatifs et donc 15 ans après, on en est à 1500 associations soutenues dans le cadre de projets triannuels et on a quelque chose dont nos directeurs d'agence dans tous les quartiers politiques de la ville de France sont extrêmement fiers parce que ça les rend agents du territoire d'une façon différente et finalement sous la forme de choses qui ressemblent un peu à des binômes avec des acteurs du territoire. Autre chose, on a énormément développé la participation à des associations qui font du mentorat de jeunes des quartiers défavorisés, les articles 1, les télémacs, etc. Et à l'heure où je vous parle, il y a 1000 cadres de BNP Paribas qui sont mentors de jeunes de quartiers défavorisés. Et tout ça, du coup, nous a beaucoup rapprochés de l'ESS, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'ESS qui, du coup, ont poussé la porte des agences de BNP Paribas en nous demandant si on était capable d'accompagner l'ESS et de la financer. Et finalement, on a trouvé que c'était une question intéressante à laquelle, au départ, on n'avait pas la réponse. Mais quand on n'a pas la réponse, on la cherche. Et donc, on a créé un réseau de 200 personnes au sein de BNP Paribas qui sont chargées d'accompagner l'ESS partout. Et finalement, du coup, on s'est rendu compte que c'était un mouvement
effectivement un monde en pleine évolution. Le travail de l'Impact Tank le démontre. Et là, on s'est dit qu'on pouvait faire vraiment de la recherche sur comment des acteurs privés, notamment des épargnants, des investisseurs, etc., pouvaient contribuer à financer des projets de biens communs. Et on a notamment développé une très forte expertise sur les contrats impact sociaux, impact social, qui sont des contrats dans lesquels des collectivités ou la puissance publique s'associent avec des investisseurs privés pour résoudre des problèmes d'intérêt général. Et puis donc finalement, on s'est aussi retrouvé dans l'Impact Tank et on est partenaire des lauréats de l'Impact Tank. On est bien sûr dans La France s'engage, on en est un des partenaires fondateurs et donc nous, c'est un écosystème dans lequel on se sent très heureux et dans lequel on croit beaucoup. Merci Antoine. Tous les quatre, comment pensez-vous contribuer à lever les freins qui empêchent le passage à l'échelle des projets sociaux innovants? Yasmine? Alors, je ne savais pas que c'est moi qui commençais encore une fois. Et pourquoi pas? Alors, le premier, c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est-à-dire les passerelles qu'on essaie de créer entre des univers qui ne se parlent pas assez. Moi, je vais prendre ma casquette d'investisseur et donc vous dire que, évidemment, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, on essaie d'innover chez Impact Partners avec des fonds hybrides pour aller vers des sujets un peu différents. Mais je pense que la clé, elle est dans le collectif et que c'est ces passerelles-là que l'on crée qui vont nous permettre à un moment de pouvoir répondre à des questions qui sont éminemment complexes dans un monde qui l'est de plus en plus. Voilà, mais je réponds rapidement parce que je laisse la place. Damien? Je pense qu'il y a un enjeu de données. Je pense que, que l'État est celui qui a le plus grand savoir sur notre société, qui a le plus grand savoir sur les bénéficiaires des associations, et qu'il y a très souvent un enjeu qui est très simple, c'est de permettre aux associations d'identifier les bons bénéficiaires. Je prends un exemple, le programme Malin. Le programme Malin, c'est comment j'améliore l'alimentation infantile des 0-3 ans dans des familles défavorisées. Le sujet, si l'association elle-même, elle fait du aller vers, c'est très bien, c'est essentiel, mais à un moment donné, si vous voulez un passage à l'échelle, il faut que vous puissiez toucher les bonnes personnes, les bonnes familles. Et qu'il y a eu un vrai passage à l'échelle au moment où certaines CAF ont rendu visible le dispositif auprès des familles concernées qui avaient le bon quotient. Et donc là, il n'y a pas un enjeu législatif. Il y avait se dire que nous, on sait quelles sont les familles où vous pouvez apporter du progrès social et on vous permet simplement de les approcher et de pouvoir présenter votre dispositif pour avoir le maximum d'impact social. Et donc je pense que y a très souvent permettre aux associations de pouvoir toucher les bénéficiaires prioritaires de leur action. Merci. Delphine? Bon, alors moi, je m'aperçois qu'en fait, j'ai déjà plus ou moins répondu à la question avant, mais peut-être pour revenir sur cette histoire de de quel levier on se sert. Donc moi, j'ai plutôt insisté sur la méthode, parce que je suis aussi très convaincue, et la formation que j'ai reçue au CHES m'a vraiment renforcée sur cette idée de la force du collectif, et peut-être que ça, c'est vraiment un des acquis importants pour moi, avec ma formation d'enseignant-chercheur, de travailler dans l'administration, où on a peut-être une vision un petit peu différente. Donc j'essaierai de me baser là-dessus, et aussi beaucoup, pour revenir à cette évocation de la première phase de diagnostic, quelque chose que là, pour le coup, ma formation d'enseignant-chercheur à laquelle m'a mieux préparée, c'est l'écoute. Et la question du terrain, être pragmatique. Donc moi, je suis géographe à la base. Donc là-dessus, c'est vrai que ces questions-là de comment est-ce qu'on observe une situation, comment est-ce qu'on est dans une écoute à la fois active et bienveillante, j'ai l'impression que mes trois casquettes, en fait mes trois différents métiers, enseignante, chercheur, et puis travailler dans l'administration de la recherche et de l'enseignement supérieur, se combinent pour m'aider à faire face à cette situation nouvelle, par contre, parce que je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation-là de réfléchir à comment accompagner une association, mais encore une fois, j'en suis ravie. Merci. Et Antoine, du coup?
Avec un financement, j'imagine. Oui, avec alors, par non, la mais BNP. Oui, mais justement, je pense que Pas que. C'est-à-dire voilà. que ce qui est vraiment important, c'est que le financement arrive avec un accompagnement qui est fondé sur la vraie transmission d'une expérience et d'un réseau. Et d'ailleurs, c'est un peu tout ce qu'on fait. Un investisseur, un partenaire, il va faire ça. Nous, Act for Impact, notre réseau, c'est ce qu'on fait. La France s'engage, c'est ce qu'on fait. C'est ce que veut faire le plan d'engagement de la fonction publique. Donc finalement, à chaque fois, l'idée, c'est de dire que, évidemment, on peut tout à fait inventer des solutions d'accompagnement qui sont des solutions un peu théoriques, un peu... je vais dire bureaucratique. Je vous rassure, dans les banques, on sait très bien faire de la bureaucratie aussi, donc c'était très générique ce que je disais. Mais donc on peut tout à fait inventer des solutions de ce type, mais en fait non. Ce qu'il faut, c'est aller chercher des solutions qui sont des solutions dans lesquelles des gens qui ont vraiment quelque chose à transmettre et vraiment envie de le transmettre ont la possibilité de le faire. Et du coup, d'ailleurs, celui qu'on accompagne, l'accompagné, il nous transmet aussi des choses parce qu'on comprend beaucoup de problèmes en l'écoutant. Et nous-mêmes, ça nous rend plus efficaces et ça nous rend meilleurs. Donc voilà, je crois beaucoup à des dispositifs dans lesquels on est sûr qu'on met vraiment en face les personnes qui ont besoin d'être accompagnées par des personnes qui ont vraiment l'envie et la capacité de les accompagner. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages. On peut les applaudir. Je vais les appeler tout de suite. Il s'agit d'Anne-Sara Kertudo et de Franck Renaudin. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à tous les deux. Oui, chacun, un de chaque côté. Comme ça, je suis bien entourée et je suis juste là, Anne-Sara. Je vais commencer avec vous, Anne-Sara. Bonjour. Vous êtes juriste spécialisée dans l'accès aux droits des personnes handicapées et vous êtes la fondatrice de l'association Droit Pluriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je vous donne un micro. Le voilà. Regardez. Allez-y. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Ça y est. Alors effectivement, Droit Pluriel, c'est une association nationale qui permet de rendre la justice inclusive. Donc on a deux missions. D'abord, on forme les professionnels du droit au handicap, c'est-à-dire qu'on leur apprend comment se comporter lorsqu'ils sont face à une personne autiste, comment accompagner une personne aveugle et on les forme aussi au droit, à toutes les dispositions spécifiques, légales, applicables aux personnes en situation de handicap. Et puis à côté, on a une permanence juridique 100% accessible qui s'appelle Agir Handicap et qui permet que pour toutes les personnes qui ne peuvent pas aller voir simplement un avocat à côté de chez elles, une permanence juridique, parce qu'elles sont hospitalisées, parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, parce qu'elles ne peuvent pas téléphoner, parce qu'elles peuvent s'exprimer en langue des signes, alors elles peuvent nous contacter, nous envoyer un mail, un appel téléphonique ou une visio en langue des signes et on leur offre on donne une consultation juridique gratuite à toutes ces populations-là. Donc on rend la justice accessible. Merci beaucoup Anne-Sara. Alors Franck Renaudin, bonjour. Alors vous êtes le porteur du projet Un toit vers l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Un toit vers l'emploi, c'est un dispositif avec un lieu d'accueil de jour associatif dans la métropole de Rouen pour toutes les personnes en grande précarité, sans papier, sans logement, sans travail. Et en parallèle, une entreprise d'insertion qui produit et loue des petites maisons mobiles en bois, alors de type tiny house. Alors pourquoi des petites maisons mobiles en bois ? Eh bien, parce que ça peut paraître surprenant, mais il y a une très forte proportion des gens qui vivent dans la rue et qui ont un long passé de rue, qui sont parfaitement incapables d'intégrer un logement en dur. La marche est beaucoup trop haute pour eux, ils ont développé des liens très forts dans le monde de la rue,
Et les passer de la rue à un appartement en dur peut être très très violent pour une personne qui a un long passé de rue. Donc je me suis dit qu'il fallait proposer quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu innovant, qui a déjà beaucoup été fait dans certains pays, aux États-Unis, en Europe du Nord, mais très peu en France. Et j'ai donc développé ces tiny house sur la métropole de Rouen. Des tiny house immobiles, du coup. C'est la spécificité. Elles sont mobiles. Elles sont parfaitement et facilement déplaçables. Par contre, l'objectif, c'est de trouver des emplacements, en l'occurrence dans la métropole de Rouen, où elles pourront rester relativement longtemps, puisqu'on ne met pas de limite dans le temps pour les habitants. C'est-à-dire que tant qu'ils respectent les règles du jeu, à savoir le paiement d'un loyer mensuel et un accompagnement par l'équipe de la case sociale, de l'acteur social, elles peuvent rester aussi longtemps qu'elles le veulent. Et on sait que la plupart d'entre elles vont rester très longtemps, puisqu'elles plébiscitent vraiment ce mode d'habitat. Alors, j'aimerais tous les deux que vous nous expliquiez quels sont les freins que vous avez pu rencontrer depuis le début de votre projet et comment est-ce que ce projet de la fonction publique s'engage va vous aider à lever ces fameux freins. Anne-Sara. Alors, sur la première partie de votre question, quels sont les freins ? On a dit tout à l'heure, j'ai entendu que les freins pouvaient être réglementaires. Nous, dans notre association, dans notre combat, ce n'est pas tellement le problème parce que l'inclusion, l'égalité des droits, elle est écrite dans la loi. Donc, on n'a pas du tout de frein au niveau des textes. Tous les textes sont là, vraiment. Et on n'a aucun obstacle légal. Ce qui pose problème, en fait, ce sont parfois les personnes. C'est-à-dire que nous, on est finalement aussi... Alors, on fait partie de la justice, puisque, je vous le disais, il y a des milliers de gens qui n'ont aucune autre solution pour connaître leurs droits, alors que c'est un droit reconnu à tout le monde. Leur seule solution, c'est de faire appel à nous, parce que nous sommes 100% accessibles et gratuits. Donc on devrait évidemment travailler de main dans la main avec la justice et tous les professionnels l'ont compris puisqu'on est en partenariat avec l'école de la magistrature, le Conseil national des barreaux, la Chambre des commissaires de justice, etc., etc. Donc les professionnels l'ont compris, mais sur le terrain, parfois, on peut être vu aussi comme ceux qui viennent finalement mettre en lumière les dysfonctionnements, les défaillances, les manquements. Alors, il y a ceux qui vont se dire « Ah ben c'est super, c'est une belle réponse qui apporte là droit pluriel » et ils vont vouloir travailler avec nous. Et puis il y a les autres, et là c'est vraiment des problèmes de personnes en fait finalement, qui vont vouloir nous écarter, nous rendre la mission difficile, nous compliquer la vie. Je vous donne un exemple, par exemple sur un récent projet, j'ai fait une restitution, on touche des subventions, on fait des restitutions. Et dans la restitution sur ce projet, qui est de la communication autour de la permanence juridique Agir Handicap, on me demande combien j'ai envoyé de mails pour faire connaître cette permanence juridique, combien j'ai passé d'appels téléphoniques. On me demande, quand je fais une formation devant des professionnels, combien il y a eu de questions. Et donc, tout ça, toutes ces prétendues mesures d'impact qui n'en sont pas, elles sont non seulement infondées, mais elles nous font perdre un temps précieux. Donc, c'est ces personnes-là, pour nous, qui sont des freins. Merci Anne-Sara. Alors, Franck. Les freins, au départ, il y en avait beaucoup. Déjà, le projet paraissait un peu lunaire pour beaucoup de collectivités. Quand il a fallu entrer dans le concret, ce mode d'habitat est plutôt assimilé à du mobil-home, à de la caravane, pas vraiment à de la maison. Donc il n'est pas prévu dans les plans locaux d'urbanisme, que ce soit dans la métropole de Rouen ou ailleurs. Hein. C'est un mode d'habitat qui n'est pas très conventionnel et généralement pas prévu. Donc c'est difficile de convaincre les élus locaux, donc, les maires. Alors, c'était difficile. J'ai eu la grande chance de tomber sur des personnes et des élus dans la métropole de Rouen qui ont cru quand même au potentiel du projet. J'ai fait un pilote avec 4 premières maisons. Très vite, ils ont vu des résultats qui leur paraissaient à eux comme à moi assez incroyables en termes de réinsertion, en termes de retour à l'emploi. Et ils ont donc accepté de contourner les freins, c'est-à-dire en faisant des conventions de mairie à mairie
plutôt que tout en n'étant pas intégré dans le plan local d'urbanisme. Et puis après, l'autre frein qu'on rencontre, c'est le fait de trouver des terrains. Pour ces petites maisons. Elles ne sont pas très grandes, elles font 18 mètres carrés. Mais néanmoins, pour en mettre dans la métropole de Rouen à différents endroits, là on voit que les différents maires peuvent être un peu freinés. Donc il a fallu faire un énorme travail de lobbying auprès notamment des élus de la métropole, auprès des services de l'État, pour avoir maintenant obtenu le fait que notre mode d'habitat est enfin intégré dans le plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen. Donc ça, c'est une très belle victoire qui est vraiment toute récente. Néanmoins, il reste le sujet des terrains. En théorie, étant maintenant dans le PLU local, les terrains accessibles doivent être constructibles. Or, nos maisons n'ont pas de fondation. Elles sont facilement déplaçables. On a plusieurs maires qui nous ont dit moi j'ai bien un petit bout de terrain, il est théoriquement inondable, mais dans les faits on sait que même en période de grande crue, au pire il y a 10 cm d'eau sur le terrain, alors que les maisons sont surélevées de 80 cm. Voilà, donc il y en a un autre qui nous a montré un terrain qui est une zone naturelle. Zone naturelle, imaginez un peu, entre une industrie lourde et un rond-point. Un terrain qui fait 100 mètres de long entre ce rond-point et cette industrie lourde. Ce terrain n'a plus rien de naturel. Il a peut-être été il y a très longtemps, il ne l'est plus. Donc le gros enjeu maintenant, c'est d'arriver à faire en sorte qu'un certain nombre de terrains non constructibles puissent être mis à disposition de ce type de projet dès lors qu'il s'agit de sortir des gens de la rue. Parfois, on préfère avoir des gens qui dorment dans nos gares, dans nos rues, dans nos stations de métro, plutôt que de contourner un peu ou de faire évoluer les lois pour leur trouver un habitat parfaitement digne. Voilà, donc tout l'enjeu pour nous, et je me réjouis d'être là et de faire partie de ce programme Impact Tank, c'est grâce à ce binôme avec un haut fonctionnaire, de faire en sorte d'aller lever tous ces freins qu'on a pu rencontrer sur la métropole de Rouen pour que la réplication se fasse beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Toute cette énergie qu'on a mise à convaincre les élus, les collectivités, que dans de nouveaux territoires demain, cette énergie, on la mette dans abriter le plus grand nombre possible de personnes en situation de rue. Il y en a suffisamment pour qu'on mette l'énergie au bon endroit. Alors, l'énergie, justement, avec ce nouveau programme, la fonction publique s'engage. Comment elle va vous aider? Elle a déjà un peu commencé. Vous avez rencontré chacun votre haut fonctionnaire, Anne-Sara? Alors oui, moi j'ai déjà eu la chance de rencontrer, c'est un binôme de hauts fonctionnaires, hautes fonctionnaires qui vont prêter main forte à notre action. Et effectivement, je vous disais tout à l'heure, en fait, on a ces blocages qu'on rencontre parce qu'on ne nous aide pas parfois. Et à l'inverse, en fait, nous, notre travail aussi, c'est d'identifier les bonnes personnes ici et là qui vont nous ouvrir les portes que d'autres bloquent. Et donc, ce que déjà on a commencé à faire ensemble, c'est ça. C'est-à-dire que je leur ai dit, là ça bloque, et elles m'ont identifié. Ah, alors attends, si tu peux pas demander à elle, si elle t'a dit non, demande à cette personne-là. Et ça a déjà bien fonctionné puisqu'il y avait une porte qui était fermée. Je suis passée par un autre chemin sur leur conseil et ça s'est ouvert. Donc nous, on est hyper contents de participer à ça et encore merci, on est ravis. Et vous, Franck, pareil, des premiers freins ont été levés, vous êtes à l'état de diagnostic, non, c'est ça? on vient de démarrer. on vient de démarrer le binôme. On a eu un premier entretien il y a quelques jours avec notre binôme. Et vous voyez, les as sont quand même bien alignés parce que ce haut fonctionnaire travaille à la métropole de Bordeaux. Il se trouve que la première commande de mini-maisons que nous avons reçue, confirmée, vient d'un acteur associatif qui est dans la métropole de Bordeaux et qui, aujourd'hui, nous a acheté une maison mais n'arrive pas à la placer par manque, parce qu'il se retrouve confronté à tous les problèmes qu'on a eus, nous, il y a 4 ans, quand on a démarré le projet. Donc là, tout l'enjeu, le premier travail à faire avec ce haut fonctionnaire, ça va être de dire, voilà, on a un exemple concret sur la métropole où lui travaille pour que lui puisse se rendre compte un peu de toutes les difficultés. Et je trouve ça formidable de commencer par un terrain où, justement, on va avoir notre première implantation. Il va pouvoir nous aider à faire bouger les lignes et se rendre compte de toutes les difficultés. On n'en sera que plus efficace derrière. On suivra l'avancée de vos projets. Bravo à tous les deux. Merci pour votre témoignage. On peut les applaudir. Merci.